Au moment où je m'apprête à recevoir l'un des leaders de la cybersécurité en France, l'équipe prod me dit pour ouvrir, mon Mac que le mot de passe est, affiché, directement sur le clavier. Donc je pense qu'il va nous dire que ce n'est pas ce qu'il nous faut pour nous, entrepreneurs et pour la pérennité de nos entreprises. En fait, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si vous serez piraté, mais quand vous serez piraté, comment vous réagirez. Je pense que mon invité ne me contredira pas. Cyberattaque, ransomware, espionnage industriel. Bon, aujourd'hui, c'est plus une option de parler de sécurité, mais une question de survie pour, j'ai envie de dire, toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes. Certaines se font pirater, des données fuitent, des millions d'euros sont parfois perdus, voire même parfois jusqu'à évoquer la survie même de l'entreprise. Bref, dans ce chaos numérique, un homme et son entreprise viennent sauver le monde, ou en tout cas notre monde numérique. Hervé Morisot, bonjour. Bonjour, Ravi ravi. de te recevoir. Je vais te proposer de te rapprocher du micro. Je sais que tu ne veux pas de fuite de données, mais celle-ci, Je serai complice, je on serai ton en a complice. profondément besoin. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver un banquier que je connais bien, passé dans le cash-out. Guillaume Boudet, bonjour. Bonjour. Tu es donc banquier corporate chez notre partenaire Neuflis OBC qui nous accueille aujourd'hui. Hervé, si tu es d'accord, on va faire un gros point sur l'aventure entrepreneuriale, comment on monte une boîte qui devient leader dans le domaine de la cyber. Mais je pense que, comme moi, ce qui va intéresser nombre de nos auditeurs, c'est un peu de faire l'état de l'art de ce qui se fait en matière d'attaque et de défense aujourd'hui dans un monde de plus en plus complexe. D'ailleurs, je voulais ouvrir nos échanges sur une prise de parole. On sera diffusé un peu en décalé, mais en l'occurrence, c'était hier soir, l'allocution de notre président Emmanuel Macron. Je te propose de l'écouter et je pense que ça ouvrira nos échanges. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Je vais m'arrêter là, parce qu'on pourrait évidemment, en tant que citoyen, aborder de nombreux sujets. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que le risque cyber des États aussi est important. Donc, si tu le veux bien, je peux peut-être ouvrir là-dessus et puis ensuite, je lancerai officiellement notre 40 nuances de Next. Le président Macron, du coup, pointe les Russes en termes de cybersécurité. Nos attaquants, en fait, les Russes sont très connus et très doués depuis, ça fait beaucoup plus de 3 ans, en fait, qu'ils sont plutôt nos ennemis. Ils sont plutôt assez bons, les pays de l'Est en général. Les Chinois le sont également. Nos amis américains, enfin amis, je mettrais des gros guillemets, le sont également extrêmement performants en termes d'attaque, d'intelligence économique, etc. Donc oui, on se méfie des Russes, mais ça fait très longtemps. C'est juste une pression qui peut s'accentuer. Alors, ça peut être une pression, ça peut être des attaques, comme il l'évoque, d'hôpitaux, etc. Ça peut être aussi une préparation de quelque chose d'ampleur, en fait, où ils se disent peut-être dans 1 an, dans 2 ans, à un moment... On appuie sur le bouton. On appuie sur le bouton, exactement. Ce sera quelque chose de coordonné et de massif. Moi, ça me fait personnellement beaucoup plus peur que des attaques, entre guillemets, ponctuelles. Ponctuelles sur telle ou telle entreprise, telle ou telle... Ponctuelles, on commence à être rodés. Enfin, nous, experts, on le voit depuis longtemps, on se forme tous les jours. Voilà. En revanche, l'attaque coordonnée massive, on l'a pas connue. Et il est possible, pour pas dire probable, qu'elle arrive un jour, en fait. Et c'est ça le vrai sujet, je pense. Écoute, on va évidemment revenir sur la genèse de Formine, mais aussi expliquer avec ces enjeux actuels ce que ça veut dire, même en matière de fournisseurs, de solutions de cybersécurité qu'il faut peut-être aussi repenser dans le contexte actuel. Je fais pas un 40 nuances de Next sans passer par le générique. J'en profite juste pour celles et ceux qui nous découvriraient à travers ton passage de ne pas hésiter à vous abonner pour découvrir de belles aventures entrepreneuriales où on ne cache rien des hauts et des bas de toute épopée entrepreneuriale. Feuille blanche.
40 nuances de Next. Avant le pitch de Formine, avant la genèse de Formine, on est en 2025. Quels sont les grands menaces qui pèsent sur d'abord nos entreprises avant même de parler de nos États et d'ampleur, d'impact comme tu pouvais l'évoquer il y a un instant? Les grandes menaces, alors il y en a énormément et je pourrais tenir 2 heures à peu près dessus, donc je vais essayer de faire synthétique. On a la menace étatique qu'on vient d'évoquer, qui est réelle et qui est croissante. On a la menace... y compris sur nos entreprises. Bien sûr. Je pense qu'un attaquant, les Russes, pour continuer dans la même gamme, nous voudraient un peu de mal. Tu bloques EDF, SNCF, RATP, etc. Tu mets un joli merdier en fait en France, y compris les opérateurs, etc. Donc ça, c'est des opérateurs d'importance vitale. Ouais. On a des OIV qui ont été bien identifiés et qu'on est en train de torturer depuis 10 ans pour qu'ils montent en gamme sur la cyber. Et ils l'ont fait. Et c'est quand tu dis on est en train de les torturer, c'est vous qui les torturez? Non, du tout. Enfin, nous, on aide un peu le régulateur, l'ANSSI notamment, le gouvernement globalement et l'ANSSI en particulier. On accompagne les OIV pour se mettre aux normes en fait. Voilà. Donc il y a un travail de fond qui a été fait là-dessus pour préparer à des attaques massives. Alors ça prépare aux attaques d'État qu'on a évoquées. Ça prépare également aux attaques d'organisations malveillantes. Mafieuses, terroristes. C'est pas, mafieuses. Ça peut être lucratif. Généralement, les ransomware, c'est plutôt fait par des gens qui sont des vrais industriels en fait. Ils achètent mais c'est des entreprises à part entière, organisées. C'est des entreprises qui recrutent, qui font du chiffre d'affaires. Tout ça est bien caché, mais c'est des entreprises extrêmement organisées, extrêmement puissantes. Le chiffre d'affaires de ces entreprises a dépassé le chiffre d'affaires de la drogue dans le monde. Donc c'est un enjeu. C'est 2 fois plus de revenus aujourd'hui. C'est plus de revenus en tout cas que les revenus de la drogue cumulés dans le monde. Et moins risqué quand on se fait prendre. Ça peut être beaucoup moins risqué, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, ça intéresse aussi les gens qui braquaient, puisqu'on est dans une banque, les gens qui braquaient le fourgon, ils risquaient leur peau quand ils braquaient le fourgon. Là, quand on braque les coffres digitaux... À distance, en 3 clics. On risque beaucoup moins, voilà. Et on peut gagner tout autant, voire plus. Voilà. Donc ça a intéressé, du coup, pas mal de monde, dont les mafias, les organisations. Bon, bref. Du coup, il y a les attaquants de type État, Russie, Chinois, Américains, il faut s'en méfier aussi, probablement. Et tant d'autres. Après, il y a les organisations mafieuses. Et puis après, il y a le tout venant, entre guillemets. Donc, moi, si j'étais malveillant demain, sur le dark web, je peux acheter une pelletée d'informations. Tes données bancaires, je peux les trouver, je pense. Je peux avoir des kits pour usurper tout ce que je veux. J'ai les kits même. Je peux même avoir accès à des formations, à un coach qui va m'aider à pirater. On en est là. Donc, en fait, tu as l'attaquant de type État, tu as l'attaquant de type mafieux, organisé, très structuré, etc. Et puis, tu as le tout venant qui commence à être outillé comme un pro. Comme un vrai, comme un pro. Et qui peut... de fait, et c'est souvent là pour le coup, au-delà du plaisir de se dire j'ai réussi à hacker tel ou tel système, telle ou telle entreprise, c'est souvent pour des sujets monétaires, financiers. Oui, alors effectivement. Et après, si je tire la pelote, en fait, je dois admettre qu'il y a une 4e catégorie, qui est le commercial que tu as, qui t'aime plus trop parce que tu as été un peu radin sur son bonus, du coup, qui va bosser pour ton concurrent. Et qui part avec tes données clients. Bon, il imprime 2-3 trucs, il part avec une clé USB. Ça fait longtemps qu'ils existent, ceux-là. Oui, c'est juste qu'avant, ils partaient en imprimant tout. Après, ils sont partis avec une clé USB. Maintenant, il prend des photos avec son appareil des photos de son écran parce qu'on ne peut plus brancher clé USB, etc. Donc, lui aussi, c'est un peu industrialisé. Mais bref, la petite fuite du quotidien, finalement, en cumulé, qu'il y en a énormément, ça peut représenter en cumul quelque chose de tout à fait important. J'imagine qu'il y a des chiffres là-dessus du nombre d'attaques par jour en France. J'en lis. Ouais. Tu les retiens pas tellement il y en a. Non, parce que sincèrement, je sais pas ce que c'est qu'une attaque. En fait, une attaque réussie... C'est flippant. Non, mais une attaque réussie, il n'y en a pas beaucoup. Une attaque réussie. Tu vois, tu prends une banque, par exemple, des attaques, les premiers contacts, des gens qui se prennent la porte,
tu en as, je ne sais pas combien par seconde. En revanche, des attaques réussies, les chiffres commencent à être relativement confidentiels, mais il y en a extrêmement peu, heureusement, parce qu'il y a un niveau de protection qui est au bon niveau, généralement, et du coup, des attaques réussies. Voilà, donc ce qu'on appelle une attaque, des tentatives d'attaque, tu as des chiffres pharaoniques, et des attaques, en revanche... La complexité des attaques est de plus en plus importante. Pendant longtemps, enfin moi ça fait des années que j'échange avec des entrepreneurs de ton secteur, et chaque fois que j'en ai un entre les mains, j'apprends qu'il y a des nouvelles techniques d'attaque de plus en plus poussées, de plus en plus sophistiquées. On en est où aujourd'hui ? J'aime jouer à me faire peur. Non, ça change, ça évolue en permanence. Moi, j'ai pas de trucs croustillants. Par exemple, pour les fraudes au président, quand tu vois ce qu'on peut faire avec une IA qui prend ta voix et ton visage. Moi, j'ai fait le test il y a pas longtemps. Faut admettre que c'est flippant. On se dit que l'authentification qu'il faut faire sur une demande de changement de RIB, par exemple, bon, on peut se faire complètement avoir. Oui, donc, avant on disait, tu crois pas à un mail, donc voilà. t'appelles. Alors, si t'appelles, normalement, l'appel est entrant. Normalement, t'es un peu plus safe que si c'est un... Voilà, mais si c'est à la limite complètement piraté et que c'est pas le bon numéro que t'appelles et que le gars te monte en Teams, c'est... Moi, je ressemble à Emmanuel Macron, si tu veux. En 5 minutes, j'ai la même voix que lui. Voilà, sur Teams. Donc, tu te dis, typiquement, ça c'est relativement nouveau. Mais pour des fraudes au président ou pour des attaques un peu quasi du quotidien, il faut tout de suite changer de mode d'authentification, en fait. Il faut être très justement, actif je vais sur cet exemple, mais après, on évoquera vraiment le cœur d'activité de la boîte. Mais qu'est-ce qu'on fait en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, quand ton DAF ou ton fournisseur ou ton client favori peut prendre une apparence avec l'IA à s'y méprendre? Il y a encore le physique. Il ne restera que ça à la fin. Ça marche encore. Ça marche encore. Non, plus sérieusement, puisque mon DAF peut être en vacances, peut être éloigné. Lui-même habite à Nantes, pour tout te dire. Donc, moi, je suis à Paris. Donc, effectivement. Tu donnes trop d'informations sensibles. Je ne vais pas t'expliquer comment je l'authentifie. Mais crois-moi, on arrive objectivement. C'est pas très compliqué pour le coup. Je pense qu'il faut être... Pour les dirigeants, il faut être sensibilisé, il faut comprendre en fait les technos d'attaque. Et après, les parades là-dessus, elles sont pas très compliquées. Quand tu sais que le gars que tu as en face de toi sur Teams, ça peut ne pas être le bon gars. Si c'est toi qui l'as appelé, tu peux parler. Enfin, tu sais faire, c'est pas très compliqué de se sécuriser. Oui. Voilà. C'est un mot de place, un mot-clé qu'on se dit en début de réunion, même pas. Non, même pas. Non, mais tu vois, avant, quelqu'un t'appelait pour changer le RIB, tu changeais le RIB. Voilà, ça, c'était il y a 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, personne ne change le RIB comme ça. Les gens rappellent. Voilà. Donc là, c'est se muscler un petit peu. D'où l'entraînement, en fait. Très, très simplement, si on fait des sensibilisations de dirigeants une fois par an pendant 1 heure, voilà, on leur montre les nouvelles technos d'attaque et ce qui a évolué, les quelques règles, les 5 points à avoir en tête pour ne pas se faire attraper. Pour des dirigeants, pour des CFO. Après, pour les techniques, c'est plus que 5 points. C'est un vrai sujet. Un peu plus complexe. Écoute, jours, on va rentrer dans le cœur de ce qu'est la boîte juste après ça. For9, ça a plus de 10 ans maintenant. 15 ans. Le temps passe vite. Comment tu pitches aujourd'hui? Parce que j'imagine que le pitch du jour n'est pas le même qu'à l'époque. En tout cas, au lancement, vous ne pouvez pas dire on est les leaders. On est parmi les leaders. On était sachant. Et aujourd'hui, on est dans les leaders en cybersécurité. Voilà. On est au premier rang des acteurs cyber. Pour les grands comptes, pour les comptes moyens, on commence à développer des offres pour les PME. Avec La Poste notamment. Avec DocaPost, absolument, en particulier, et d'autres vecteurs. Voilà, le pitch est assez simple. On est des experts qui sommes reconnus, qui sommes certifiés. On fait un travail, on vient du conseil, même si aujourd'hui on fait des services managés, donc de la surveillance permanente de nos clients. Service qu'on a monté il y a 3 ans. On a déjà 40 clients sur ce service-là et ça double chaque année. Ça va très vite. Mais le premier sujet, oui, c'est la compréhension, l'analyse du risque, comment il peut arriver, comment on se prémunit. Donc là, si nos clients qui ont un sujet
compliqué, un sujet nouveau, un sujet bien tordu à souhait, on adore. En fait, ça pour le coup, on adore. Plus c'est compliqué, plus on adore. Voilà, à la base, on est des consultants. Même si on fait de l'intégration de solutions de sécurité, même si on fait des services managés, donc une surveillance permanente, voilà, je pense qu'on est un des leaders. On a beaucoup de confrères tout à fait respectables qui font même des chiffres d'affaires plus gros que le nôtre. Voilà, on est un des leaders, on est expert, on adore les trucs compliqués. Et on adore aussi industrialiser, monter en gamme, outiller, faire plus avec moins, etc. Tout ça, c'est des sujets du jour et on adore ça aussi. Je vais poser une question soit faussement naïve, soit sciemment provocante. J'ai peur. Mais pour grandir sur un marché, il y a deux options. Soit déjà on est bon, je pense que vous l'êtes, soit simplement on est tiré par le marché parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Et aujourd'hui, c'est aussi le cas. Il y a énormément de demandes parce que tout le monde, je sais pas, d'ailleurs tu me contrediras peut-être, mais globalement, il y a une prise de conscience sur le risque cyber. Oui, donc je pense qu'il faut être bon. Tout le monde n'est pas bon et probablement que nous, Intuit et Personnel, il y a des gens qui ne sont pas complètement à niveau. J'espère pas, mais probablement. Donc il faut être bon. Après, le sujet dans ce domaine tendu, comme dans tous les domaines tendus, c'est qu'il faut savoir recruter et garder ses talents. Et en plus de les garder, il faut les former, les tenir complètement à la pointe. C'est ça le vrai enjeu. C'est un enjeu humain d'expertise. Dans un métier d'expertise, faut avoir des sujets hyper intéressants. Il faut câliner, pas trop, mais pas mal, tous les experts, les consultants. Mais c'est quoi du coup parce que ça c'est un vrai enjeu sur un marché tendu où l'expertise n'est pas non plus exponentielle et infinie. C'est la guerre au salaire, c'est les projets les plus complexes et du coup les plus intéressants pour des gens bien câblés qui ont envie de monter en compétences toujours. Alors, c'est une super question. Moi-même, je ne suis pas à l'aise avec la réponse parce que c'est une espèce de recette qui change tous les jours. Donc il y a une dimension... Il faut effectivement que les sujets chez nous soient intéressants. On les fait venir comme ça. Ça veut dire qu'on travaille avec les plus grandes boîtes qui ont des sujets extrêmement compliqués et variés. Voilà, donc d'abord, il y a le côté intellectuel. Après, il y a le côté collectif. Je vais rentrer, par exemple, je suis auditeur technique, je suis pentester chez Formind. Je vais rentrer dans un collectif d'une 15aine de personnes qui sont juste passionnés, qui sont hyper bons, qui s'entraident en permanence. Et il y a un esprit. Alors, c'est hyper élitiste, parce que quelqu'un qui n'a pas le même niveau, qui rentre le 16e dans l'équipe, il sera rejeté, il va rester en périphérie. Mais en revanche, celui qui est bon, là, pour le coup, on va doubler à peu près le savoir-faire, puisqu'en bossant avec tous les copains qui sont aussi experts que soi, sincèrement, ça on est plus intelligent ou moins con selon, mais ça accélère. Donc, il y a la qualité des clients, des missions, il y a évidemment le côté humain. Et puis, nous, on a pas mal joué aussi sur le salaire, on fait pas la course au salaire parce que la course au salaire est antinomique avec la course à la marge en fait dans l'autre sens. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on veut avoir des bons salaires et on pense qu'on a des bons salaires. On n'a peut-être pas les meilleurs du marché, mais c'est une question d'équilibre. Voilà, on prétend avoir des bons salaires. Et après il y a aussi un côté sur lequel je pense qu'on s'est un peu démarqué, qui est le côté l'autonomie, l'intrapreneuriat, le fait qu'on laisse du temps aux experts chez nous de faire de la recherche des sujets qui les animent, de communiquer s'ils le souhaitent, de travailler sur le knowledge management parce qu'on n'est pas bon, voilà. Le gars qui rentre dans mon bureau ou dans le bureau de son manager qui va lui dire, écoute, là-dessus, j'ai une idée. Je lui dis, écoute, tu vas débrancher une dizaine de jours. Ton idée, tu vas nous livrer un POC peut-être dans 3 mois, mais tu vas consacrer 10 jours. Et puis, on fait un go-no-go à ce moment-là, etc. Ça te va, on se cadre un peu. Et on y va. Et sincèrement, il y a des histoires incroyables qu'on a créées comme ça. T'as des produits comme ça qui ont été lancés Ouais. Ah oui. Ouais, j'ai des produits comme ça. Et puis même des antennes. Ça s'est fait comme ça au Maroc, ça s'est fait au Canada, ça se fait à Taïwan. On vient d'ouvrir une antenne en février. Ça se fait comme ça, en fait. C'est une forme d'intrapreneuriat où le Forminder, entre guillemets, se dit qu'il a liberté de créer. Et du coup, on va l'aider. Et sur un plan opérationnel, c'est emmerdant parce que le type, il est en mission, il est à la bourre, tu vas lui dégager 10 jours pour faire son POC, ça emmerde tout le monde. Voilà. Mais voilà. Mais à la fin, ça peut créer des vraies opportunités. Et aussi, oui, voilà. Donc, et puis ça crée la fidélité à l'entreprise. Exactement, parce que les gens savent qu'ils sont un peu écoutés, accompagnés.
On le fait pas de façon parfaite, mais je pense que c'est dans l'ADN de la boîte et c'est important. Voilà. Donc c'est une espèce de recette avec, on vient de voir 4 ingrédients, il y en a sûrement beaucoup plus que ça. Le modèle, c'est de la régie pure, c'est au forfait, c'est par projet, c'est un peu de tout ça. C'est un peu de tout ça. En fait, je pense qu'on vend autant de projets en régie qu'au forfait, voire des centres de services, en fait, où on prend un engagement global avec plusieurs personnes. Hein. Le plus gros centre de service, on doit avoir une vingtaine de personnes, en fait, qui bossent en permanence. Pour un énergéticien, voilà, pour, en gros... C'est-à-dire quoi, tu mets toute une équipe à disposition ouais, il y a en fait, qui est chargée de toute la cyber du groupe. On vend un truc simple à la grosse boîte du monde de l'énergie. On lui dit tous les projets, qu'ils soient métiers, IT, on te fait un scan cyber, tous les risques, on te les éclaire. Et les risques qui sont en orange ou en rouge, on te met des précaux dessus et on suit qu'elles sont déployées. Ah, donc, ça s'appelle la sécurité dans les projets. Et donc, en l'occurrence, on était à une vingtaine de personnes dans ce centre de service. On l'a descendu à peut-être à 12 personnes récemment parce que on est de plus en plus industriel, on s'outille. Donc il y avait moins de rouge et moins d'orange et donc moins ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est super. Alors nous, ça nous fait moins de chiffre d'affaires, mais c'est super parce qu'on va faire ça ailleurs déjà. Et puis on voit des clients qui montent en compétences. C'est notre boulot, quoi. Voilà. Donc ça peut être ça du crée de la forfait. fidélisation client aussi. Si on le fait bien, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Guillaume, je te voyais réagir. Guillaume Boudet. Oui, non, j'avais une question en fait sur la population consultant que vous avez. J'imagine que c'est une moyenne d'âge assez basse. Déjà, savoir quelle est la moyenne d'âge en fait de ces consultants et est-ce que ça nécessite une particularité de gestion de gérer une population telle que des jeunes consultants comme ça? Oh que oui. La moyenne d'âge, elle doit être de 33 ans. D'accord. Ouais, Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup quand tu te dis que les ingénieurs, c'est une population d'ingénieurs à la base. Ouais, je me permets de te couper parce que la question de Guillaume, je pense qu'elle rebondit bien, ou en tout cas, elle se complète bien avec la question de ton associé. Question surprise que je te pose là. Vous avez un message. Salut Hervé, c'est Xavier. Dis-moi, on se connaît depuis plus de 20 ans, on est associés depuis 15 ans. Tous les deux, on fait partie de cette génération. On a toujours été fortement impliqués dans nos activités professionnelles, avec un équilibre vie pro, vie perso, souvent déséquilibré, mais parce qu'on le veut bien, puis parce qu'on adore ça, tout simplement. D'ailleurs, on discute souvent de nos enfants qui nous traitent de boomers avec humour. Et justement, finalement, quand on regarde les générations actuelles, elles ont tendance à faire beaucoup plus attention à cet équilibre vie pro, vie perso, à demander plus de sens dans leur métier, à utiliser le télétravail pour mieux organiser leur vie. Comment tu arrives, toi, à appréhender cette différence d'approche et finalement à emmener les troupes dans ce contexte? Ben voilà une triple question. T'as 2 heures. Alors, je vais répondre à Xavier, puis après on reviendra. En fait, je pense que c'est Xavier Fauquet lui-même qui m'a appris à gérer ça. Alors j'ai 5 ans de plus que lui, donc je suis encore un peu plus con que lui, ou à l'ancienne, Un peu plus boomer. Voilà. Dès le début, dès la création de ForMind, je poussais un peu le raisonnement. On avait un bureau, on était dans une annexe du château de Versailles. C'était très beau, des dorures, super beau, machin. Et on avait recruté un gars, un salaire de 80 000 balles à l'époque, donc assez cher. Et le gars, un jour sur deux, arrivait à 11 h du matin. En plus, en disant, on peut pas se garer dans le quartier. Ça me gavait, mais j'avais envie de lui mettre des claques. Voilà. Et Xavier m'a dit, écoute, je crois que si on veut faire la croissance qu'on a envie de faire, si tu t'agaces et tu pilotes par les horaires, t'es mort. T'es mort. Tu vas avoir mal au ventre, en fait. Voilà. Donc, Lâche du lest. On s'est mis d'accord, au-delà de lâcher du lest, parce que lâcher du lest, non, c'est pas dans l'ADN. Non, mais on s'est dit, en fait, on ne pilote pas par les horaires. On pilote au résultat. Et en fait, à quel point c'est que on s'est dit, finalement, on veut que les gens bossent de chez eux, mais dès le début. Donc avant, ce qui fait que d'ailleurs, on n'a pas eu de choc en 2020 avec les confinements, ou ceux de nos clients, mais pas les nôtres. Que les gens bossaient, on était chez Wojo, et les gens bossaient près de chez eux ou près de chez eux. Et donc, voilà, dès le début, on s'est dit, on pilote pas aux horaires, on pilote aux résultats.
Et donc, c'est Xavier qui m'a poussé là-dessus, et je pense sincèrement que c'était un poil précurseur, et ça fonctionne bien. Alors, je dis pas que tous les jours, moi, de temps en temps, j'ai des choses qui m'agacent, mais on a des choses qui m'agacent quand je marche dans la rue, etc. Donc, ça ne dérange pas plus que ça, voilà. Mais on n'a pas de choc. J'ai pas de choc avec ça. C'est pas facile, c'est un vrai sujet, mais... Ouais, t'as beaucoup d'entreprises qui reviennent quand même sur la notion de télétravail, l'envie d'émuler aussi différemment les équipes. Alors quand on a toujours été full remote ou presque, c'est peut-être plus facile. C'est peut-être une population aussi très technique, très digitale / cyber, que j'associerais presque à des techs, comme les CTO, c'est des profils différents. Oui. C'est peut-être plus facile de gérer comme ça, mais néanmoins, développer une boîte, créer une culture d'entreprise, ça passe aussi par le fait de se voir. On a du flex office. On a gardé cette capacité de... Alors, typiquement pour le télétravail, nous, on dit vous avez le droit à 2 jours de télétravail, voire 3 d'ailleurs. Je sais même pas. Je ne devrais pas m'en vanter. Bon, par contre, les résultats qu'on attend, je les connais. Je sais même pas exactement. En fait, fondamentalement, tant que les gens se voient entre eux, prennent des cafés, se marrent et inventent des nouvelles idées, ça prenne des choses entre eux, je suis ravi. Qui viennent une journée, 5 jours, en poussant le raisonnement, je m'en fous. Peut-être la limite de l'exercice, c'est pour... on s'est fait la remarque sur des stagiaires. Alors j'adore les stagiaires, on n'en a pas assez, on en a quelques-uns. Le gars t'apprends pas un métier en télétravail. Mais non. Puis moi, j'ai vu mes enfants, j'ai 4 enfants, ils ont tous fait des stages, mais c'est monumental. Je les voyais, ils seront furieux si je les dénonce, mais... On veut pas les prénoms. Phénoménal. Ils arrivent à mettent un film. Ils vont sur Netflix, ils foutent un film comme ça, et ils se mettent en réunion, et là, ils vont courir. Donc, ils vont se promener pendant 2 heures, ils sont en réunion, le PC est occupé, ça tourne, etc. Je rigole comme ça, mais bref, on sait très bien que des gens qui sont encore étudiants, qui sont en stage, etc., il faut leur apprendre. C'est le devoir qu'on a. Quand on les prend chez nous, on leur apprend à bosser, sincèrement. Et si on leur apprend à bosser, ça passe aussi par ça. Ça passe par des gestes de proximité. Voilà, donc ceux-là, on est plus... alors, ça rebondit sur le premier point, c'est-à-dire qu'on a une moyenne d'âge de je crois, 33 ans. Ça veut dire que c'est 9 ans de moyenne d'expérience. Donc, en fait, dans la tech, c'est des vieux. Alors, des vrais vieux, mais voilà, dans la tech, c'est assez âgé. Donc, en fait, des gens qui ont fait leurs études d'ingénieur à distance depuis le Covid, depuis 3 ans, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup. Et ceux-là, ils sont un peu noyés dans des plus seniors, etc. Donc, j'ai pas le choc que j'aurais si on avait 80% des équipes qui étaient la dernière génération, quoi. Dans ce monde, on se bat évidemment contre les assaillants, les cyberattaquants, mais on parle aussi d'un marché avec des concurrents. Comment on fait sa place ? Ouf. Je sais que tu vas pas me révéler d'attaque. Non, en fait, on fait sa place sur le marché. C'est assez basique, mais en démontrant une vraie expertise, une expertise pointue. Voilà. Et pour démontrer, par exemple, pour les tests d'intrusion, les pentests, là, c'est assez facile à comprendre. On va faire tous les CTF. Un CTF, c'est un Capture the Flag, en fait. C'est un concours. Comme dans les jeux, ouais. Okay. C'est un concours de hack. Tu as 24 heures, 48 heures, 12 heures, peu importe. Voilà. Mais c'est un concours entre entreprises concurrentes ? Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Organisé par les boîtes ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Voilà. Y a un truc qui s'appelle le Brest CTF, qui est vachement sympa. T'as des bières en plus. Ça dure 24 heures, je crois, et en plus, t'as pas mal de bières. Et du coup, c'est dur d'être performant sans avoir dormi avec quelques bières dans le... Et voilà. Et typiquement, dans ces concours-là, on doit y aller. D'abord, ça nous amuse. Ils ont une niaque. Quand ils arrivent là-bas, ils ont des t-shirts format, etc. Et puis quand ils sont deuxième sur 50, si tu veux, c'est hyper marquant. Ça, c'est une culture entreprise d'abord, parce qu'ils n'ont pas dormi dans l'achat, etc. Voilà. Donc, il faut aussi arriver à démontrer. Il faut être bon. Il faut faire... ceux qui ne sont pas bons, parce que ça arrive, il faut qu'on les identifie, qu'on les accompagne. Soit à progresser, soit à la sortie. Absolument. Ouais.
Voilà. Mais on a le devoir de le faire, en fait. À un moment, on s'était un peu endormi, on l'a pas fait. C'était dans les années un peu sympas. On s'est un peu endormi là-dessus. On s'est remis à le faire. C'est un devoir qu'on a vis-à-vis de nos clients et puis vis-à-vis des gens qui sont bons chez nous, quoi. Parce que si celui d'à côté est moins bon et payé au même prix, etc., c'est... Quand tu dis on s'est endormi, parce que je pense que ça marche qu'on soit dans ton domaine ou dans un autre, mais là-dessus on s'est endormi, c'est-à-dire que tu savais, mais t'as pas agi, ou finalement vous avez même pas vraiment regardé parce que pris par la croissance, le quotidien. Tu sais, Après, attends, je vais te répondre. Ouais. Le fond de ma pensée, c'est que je le savais, et que ça me rapportait de la marge. Donc j'ai laissé le truc bouillir, tu vois. Ouais. Donc je le savais, j'ai laissé faire parce que les gens étaient quand même chez des clients, ça facturait, ça margeait. Et c'était acceptable. Voilà. Il y a évidemment, heureusement, plein de cas où c'était pas acceptable, où on a traité, Évidemment. on a traité au fil de l'eau. Non, mais évidemment. quand le tu sujet, vois, c'est sur le moyen Exactement. Voilà. versus l'excellence. Mais inversement, si tu regardes dans toutes les boîtes d'expertise, tu as toujours 10% je schématise, tu as un 10% qui sont au top, 10% qui sont tout les en hypos, bas. etc. Et même si tu vires tous les 10%, tu auras toujours 10% qui seront en queue de peloton, quoi. Ouais. Bon. Et du coup, notre boulot à nous, Donc, faut c'est... que que le peloton soit la plus capée possible. Voilà. Mais ce qu'on dit aux managers et notre conviction à nous, c'est que ces 10%-là, on les aide. On les aide à progresser, on les forme, on les met sur les bonnes missions, on les accompagne, on les coach, on les... sur le mentoring, etc. C'est notre boulot. C'est notre boulot. Notre boulot, c'est pas de les virer. En fait, c'est pas de se dire, ils sont pas à niveau. Voilà. Alors, Hervé, moi, je suis un peu en queue de peloton, là. Je vais pas te demander de me délivrer gratuitement des formations que tu délivres sûrement pour des milliers ou dizaines de milliers d'euros à tes clients. Mais typiquement, qu'est-ce que tu peux me livrer là qui peut me servir moi demain dans ma boîte ? Petite boîte, on est une dizaine. Je vais pas dire ce qu'on a, mais je pense pas qu'on soit ultra équipé en cyberdéfense. Mais ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je regarde ? À quoi ? Les premiers trucs qui peuvent m'arriver, c'est quoi ? Et comment, a priori, je peux peut-être les éviter ? Je te faire une réponse qui va pas te plaire, mais le fais pas toi-même. Si je commence à t'expliquer de vérifier les paramétrages de ton Active Directory, tu m'as perdu. Tu vas, bien sûr, je t'ai perdu, bien sûr. Et pour autant, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller regarder les paramétrages. C'est une question de paramétrage. Tes sauvegardes, est-ce qu'elles sont bien à l'extérieur ? Est-ce qu'elles sont en temps réel ? Est-ce que c'est le même hébergeur que tes données vivantes ? En fait, il y a plein de questions. Alors, il y a plus simplement, parce que c'est facile de dire d'aller voir un expert. Voilà, je peux faire un peu mieux. Si et tu aurais même pu dire un expert Formind. Bien sûr, c'était sous-entendu. Non, mais plus sérieusement, il y a des kits, alors de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité et systèmes d'information, en fait, qui est le bras armé de l'État sur la cyber. Ils ont pondu un guide d'hygiène avec une quarantaine de règles. 40 règles, c'est déjà beaucoup. Si tu les lis, tu vas t'endormir. Mais pour le coup... Déjà, est-ce que je les comprends ? A priori. C'est bien rédigé. Donc, toi, tu les comprends, ou le gars qui gère ton informatique, il les comprend. Ouais, vraiment. Et si tu appliques ça, ou si le gars, avec le gars qui s'occupe de l'informatique chez toi, si tu appliques ça, déjà... Mais ça me limite, tu vas dans les 4 profils ou 5 profils d'attaquants que tu évoquais tout à l'heure. Ça m'évite le petit gars qui s'est formé via une formation dans le dark web, ou ça m'évite la mafia et l'État. Personne n'est invulnérable. Mafia et l'État... jamais. Ils mettent 3 minutes. Ils mettent 3 minutes à donc, si prendre quelqu'un le veut te rendre someway, je sais pas comment on le conjugue. Hacker, effectivement. Ouais. Par ransomware notamment. En fait, c'est ce que tu disais en intro, c'est que c'est pas... nos clients, sincèrement, on les accompagne. Ils n'ont pas nécessairement besoin de nous pour savoir se protéger de façon extrêmement mature. Hein. Les grandes banques, par exemple, les grands du transport... Voilà, c'est des OIV, ils sont très rodés, rompus. Ils ont mis énormément de moyens là-dessus. Et leur technicité augmente en parallèle de la technicité des attaquants. Donc ça, vraiment, on les
on les accompagne. J'ai perdu le fond de ma pensée. J'ai perdu La question, c'est ce que tu me disais, que je disais au préalable en intro, c'est pas de savoir si tu vas être attaqué, mais quand. C'était ça le début du fond de ta pensée. Exactement. Et donc, on voit d'ailleurs sur les typologies de nos missions, on continue, peut-être 80% de nos projets, c'est pour sécuriser, regarder ce qu'il y a sécurisé déjà, où sont les risques, sécuriser. Et maintenant, 20%, c'est entraîner. C'est arrivé. Alors d'abord, on a un groupe d'intervention à chaud, mini GIGN. C'est votre GIGN à vous, ouais. Exactement, c'est force d'intervention rapide. Donc là, jusqu'à une dizaine de personnes. Et ils sont armés de quoi? D'ordinateurs? Ouais, de sondes, dans tous les sens. De sondes? Oui, de sondes. Ils ont des sondes partout. Ils vont vérifier qu'il n'y a pas de micro, ils vont regarder derrière c'est très l'imprimante. particulier ça. Non, on ne fait pas nous-mêmes. Ouais. Le nettoyage, ça s'appelle. Okay. Mais on peut le faire dans certains cas. C'est bluffant d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Pourquoi bluffant? Où sont cachés les micros Oui, en fait, si tu prends des salles, alors c'est moins valable maintenant, mais dans les salles du conseil des grandes boîtes, on faisait un nettoyage annuel et ça arrivait régulièrement de trouver des micros, en fait. Des micros planqués dans les faux plafonds, quoi. Donc ça se trouve encore. Voilà. Okay. Nous, nos micros sont visibles. Oui. On va démonter les faux plafonds juste après, tu vas voir. Donc oui, aujourd'hui... Donc l'entraînement, l'entraînement, nous c'est peut-être 20%, mais ça devient un gros business de savoir, c'est de la gestion de crise. Ça s'appelle un tabletop où on vient avec des stimuli organisés, on dit voilà, on raconte une histoire et on commence à le sophistiquer, ce truc-là, tabletop, on commence à avoir des attaques en temps réel. C'est-à-dire que le fin du fin, en fait, c'est que... Quand tu dis entraînement, là, c'est pas de la gestion de crise, c'est s'entraîner à une crise. T'as les deux. Ouais. Tu entraînes le COMEX notamment à la gestion de crise. Ça se fait depuis 30 ans. C'est un métier qui va bien au-delà de la cyber. Ouais. Voilà. Donc ça, nous, on en fait de plus en plus. On en fait pas mal. On anime des cellules de crise avec des stimuli, etc. De l'autre côté... Pardon, j'ai besoin de me projeter. Mais voilà, on est avec le COMEX là. On apprend qu'il y a je sais pas, voilà, c'est bloqué, les serveurs sont bloqués, et tu vas avoir des stimuli qui vont continuer d'arriver avec des informations. Peut-être qu'ils viennent aussi parfois des attaquants encore qui vont chercher autre chose. Oui, c'est ça. Exactement. Donc là, tu vois, on a des scénarios. Alors pour faire simple, t'as 20 lignes dans le scénario et t'as 20 événements. Voilà, donc au début, tu vois que alors, si on est dans une banque, tu vois que tu as des agences qui sont complètement dans le noir. Voilà, donc tu commences à avoir des agences d'une région, puis après une autre région. Puis après, tu as des clients qui commencent à appeler pour aller. Puis après, tu as... J'arrive pas à me connecter à mon... J'arrive pas à me connecter, exactement. Qu'est-ce qui se passe Et du coup, tu vois progressivement, tu vois le truc monter, souvent un peu, d'ailleurs, un peu de façon un peu tordue. Hein, c'est pas linéaire, itératif comme ça. C'est-à-dire que tu as des contre-signaux, ça part un peu dans tous les sens pour que ce soit compliqué et que ça ressemble à la réalité. Voilà. Et là, on va regarder comment réagissent les décideurs. Et sur chacun de ces événements, ta réaction en tant que dirigeant, elle peut avoir une incidence dramatique ou positive sur la suite de l'histoire? Non, tu as deux trucs. C'est-à-dire que tu peux bloquer plus ou moins rapidement. Tu peux ne pas bloquer, tu peux tout bloquer. Ça, c'est le premier point. Ça vaut mieux être vif et surtout avoir la bonne info. Et puis le deuxième point, après, c'est la com. Si tu communiques mal, alors je ne suis pas un pro de la gestion de crise, mais pour avoir contribué à une dizaine de cellules de crise, la com, si tu mets 10 heures à comprendre le problème et que tu communiques pas pendant ce temps-là alors que tout le monde râle, ça va buzzer à fond, etc. Et donc, tu vois, il y a des recettes pour bien communiquer que tu dois coordonner avec l'analyse des attaques en cours, etc. Donc, tu vois, c'est interne, externe. La com interne dans ton groupe, la com vis-à-vis de tes clients, etc. La com externe. Il faut que tout ça soit coordonné, soit très prudent, à la fois assez précis. Le risque compliqué. à ce que tout le monde râle, par exemple en ligne, c'est que des gens qui n'avaient pas prévu de se connecter viennent se connecter, lâchent peut-être d'autres infos à des pirates. C'est quoi le risque, si ce n'est qu'on dise cette boîte a mal communiqué? Oh, bah, c'est plus que tu passes pour un, Oui, non, c'est ça. un clown. Oui, ok. Donc, perte Un clown, oui, perte de crédibilité. Voilà. Ouais. Quand tu as une banque, tu aimes bien avoir un peu de respect.
Je sais pas, N'est-ce c'est le pas cas, oui, non Je confirme. Voilà. Bon, si tu passes pour un clown parce que tu n'as pas communiqué, ou pire, tu as dit des conneries. C'est pire. En fait, la question dans une banque, cellule de crise. Première question, est-ce que des infos des clients ont fuité? T'as intérêt? Oui, non, je sais pas. Ensuite, te oui, trompes pas. lesquels? Exactement. Ouais. Oui, t'as intérêt à avoir préparé la suite. Il vaut mieux dire je sais pas que non, si tu sais pas. Voilà, enfin bref, tout ça, c'est de l'entraînement. Donc il y a cette partie de gestion de crise, de cellules de crise assez classique. Et après, il y a une partie technique qui, à la limite, n'a rien à voir. Mais on adore commencer à mixer les deux. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, tu peux lancer... Nous, on a ce qu'on appelle une attaque neutre. C'est-à-dire que on est capable... Alors je raccourcis encore plus, ça ferait hurler, je pense, mes experts techniques. Mais tu es capable d'avoir des charges neutres que tu vas envoyer, qui vont se propager, qui seront évidemment neutres, inoffensives. Mais tu vas regarder si c'est détecté par ton centre de sécurité. Et après, si c'est remonté aux bonnes personnes et si ça arrive jusqu'à la cellule de crise. Tu vois, le fin du fin, c'est d'avoir ton scénario avec une attaque quasi réelle, neutre, ce qui est difficile à faire. C'est quand même dur à faire. Hein, mais voilà. Ou alors, tu peux le faire sur un jumeau numérique dans ce cas-là. Là, pour le coup, ça devient vachement intéressant. Mais voilà, là, tu le pousses vraiment. Exactement. Ouais. Le fin du fin, tu fais ça. Alors, nos amis militaires, par exemple, ils font ça depuis longtemps. Enfin, tous les gens les plus matures font ça depuis longtemps. Tu prends un jumeau numérique, tu prends tout ton système d'information, tu le mets dessus. Là, tu lances une bête d'attaque dessus, complètement crescendo, et là, tu vois la réaction des gars. Voilà, là, tu te fais peur. Tu te fais peur ou tu te marres, selon... moi, je me marre, mais... Aujourd'hui... en tant que dirigeant, et peut-être a fortiori en tant que dirigeant dans ce monde cyber, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ou qu'est-ce qui te réveille? Qu'est-ce qui te questionne fortement? Alors, qu'est-ce qui m'empêche de dormir la nuit? En fait, les questions, évidemment, comme tout le monde, 12 000 questions. On avait une question tout à l'heure en intro en se disant on a peur des Russes, on a peur des Chinois. Puis tiens, les Américains, depuis une semaine, on s'en méfie légèrement. On se dit que c'est pas nos meilleurs amis. Donc la menace, elle change hyper vite. Et puis on la connaît pas bien. Rien que les vulnérabilités, tu as des trucs qu'on appelle zero day qui sont découverts aujourd'hui à 15h08. Et l'attaquant, il va s'en servir directement parce qu'il l'a découvert lui-même et donc il n'y a pas de parade encore. Voilà. Bon. Du coup, les attaquants, c'est flippant parce que ça peut venir de partout, tout le temps, ça change en permanence. Mais c'est ce qui rend, si je recule d'un pas, et c'est peut-être un peu maladroit, si je me dis que c'est un jeu, ça rend le truc exceptionnel. Parce que tu peux être surpris en permanence. Le chat et la souris, ça a toujours été un jeu. Voilà, exactement. Mais c'est ça, en fait. Alors, vaut mieux être le chat. Vaut mieux être le chat. Alors, est-ce qu'il est mort ou vivant dans la boîte? Là, ça devient encore un peu plus complexe. C'est ça. Tu évoquais le sujet des Américains qui sont nos partenaires, à défaut d'être nos alliés, selon comment on regarde aujourd'hui les choses. Mais il y a beaucoup de solutions cyber qui reposent sur des systèmes et des technos américaines. Quel impact ça a là aujourd'hui dans vos réflexions pour vos clients? J'ai plus de questions que de réponses avec ça. L'impact, il est extrêmement fort. Aujourd'hui, la majorité de nos données en France, elles sont hébergées chez des Américains. Chez Microsoft, Google, AWS, etc. Voilà, malheureusement. Le champion français ou européen du cloud, on en parle depuis 20 ans. Atos en tête à l'époque, etc. Mais on en continue à en parler, c'est ça qui est marrant. Mais ça n'a pas... Ça a du mal à voir. Il y a des acteurs de référence, mais voilà, il y a du retard. C'est parce qu'il n'y a pas de patriotisme des entreprises? Je suis un foutu. À solution, en vrai, jamais égale, parce que quand t'as des boîtes américaines qui ont des case studies dans tous les sens, où tu dis, mais c'est sûr, ça
Tu sais, quand on est passé en mars 2020, les données de santé des Français, on les a foutues, je crois, chez Amazon, AWS, il me semble. Microsoft, non, je crois. Bon, bref, on les a foutues chez D'ailleurs, ça va mieux, t'as tout. Absolument. Alors, on les a foutus chez les Américains. Pourquoi? On n'avait pas envie de le faire, évidemment. Ça a fait du buzz, etc. Même les données BPI, etc. On était obligés de mettre ça dans les clouds américains. En urgence, c'est le truc qui fonctionnait et qui était extrêmement rodé. Donc, il y a une avance là-dessus. Et donc, la vraie question, je ne sais pas si c'est de rapatrier sur des technos, des clouders français ou européens, ou si c'est de les laisser là-bas, avec des solutions de chiffrement et des sondes d'intrusion de techno non américaines. Si tu fais confiance à un opérateur, quel qu'il soit, tu lui mets tes données et tu mets tes mécanismes de chiffrement et de sécurité chez lui, et que ce sont les siens. Ah, évidemment, c'est toi qui as les clés, lui, normalement, ne peut pas. Normalement. Mais ça, c'est des bons amis. Si c'est des amis qui sont changeants, parfois un peu durs, tu te dis, le jour où il devient malveillant, cet ami, il peut très bien craquer les systèmes de sécurité. Normalement, il peut le faire. Ou rompre le câble. C'est hébergé quasiment chez lui, ou rompre le câble, absolument. Et donc, dans ce cas-là, tu es dans le noir dans le meilleur des cas, voire pire, tes données, elles sont exploitées à ton insu. Ou trafiquées. Ouais. Voilà. On n'est pas des neuneux non plus. Pourquoi Airbus est meilleur que Boeing, on sait le niveau d'attaque, le niveau d'écoute, d'intelligence économique qu'on a en face. Voilà. Et alors pourquoi on est meilleur? J'en sais absolument rien. Mais en tout cas, on n'est pas moins bon. On ne s'est pas fait piller non plus. Voilà, Donc on peut. Et donc la solution à ça, ok, on reste avec des hébergements lointains parfois, c'est d'y rajouter ses propres solutions. C'est les œufs dans le même panier. Est-ce que tu vas tout mettre, tous tes œufs dans le même panier? Quand tu es une grande boîte, il faut pas. Il faut pas. Donc là, tu as un risque qui est nouveau, le risque d'attaque américaine, on va dire. J'exagère. En termes d'intelligence économique, il est là depuis longtemps. Mais voilà. Moi je me dis que il faut pas avoir ces solutions de sécurité qui viennent du même pays que tes solutions d'hébergement en fait. Là, tu commences à jouer un peu. T'as raison, tu coupes le câble. Donc déjà, c'est même pas une question de sécurité. C'est que t'as tes données chez AWS. Un jour, on se fâche vraiment avec les US. Ils vont pas tarder de couper. Ils savent faire. Sur l'attaque, je reviens, pardon, je suis curieux, mais tu évoquais tout à l'heure là, plutôt un risque étatique, mais d'attaque de grande ampleur. Tu peux nous arriver à rendre ça matérialisable pour le novice que je suis et peut-être que Guillaume est un peu? Peut-être moins que moi. Non, je suis aussi, même si je m'occupe du secteur numérique. On l'est tous. Je vais pas être hyper bon là-dessus parce que c'est extrêmement complexe et nos amis, à juste titre, de l'ANSSI ou nos amis militaires sont pas des gens très bavards sur le sujet. En fait, c'est rassurant. Absolument. Qu'ils le soient pas. Absolument. Ouais. Quand tu discutes avec eux, ils sont pas bavards. Ils sont pas bavards à juste titre. Voilà. Donc nous, les niveaux d'attaque et cette transformation, on la connaît pas bien. Sincèrement, on la connaît pas bien. On pense que moi, je fais une confiance absolue à l'ANSSI notamment pour connaître. Alors pour le coup, la menace, ils la suivent. Ils investissent énormément dessus. Ils la connaissent. Et derrière, ils réagissent. Voilà, donc c'est plutôt en indirect comme ça. Mais il faut que tu discutes avec le patron de l'ANSSI. Avec grand plaisir. Ou tu sais que je schématise un petit peu, mais l'armée a monté. En fait, ils avaient une armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Il y a quelques années, ils ont monté l'armée cyber. Une armée cyber. En fait, c'est une 4e armée. Alors, je sais pas s'ils l'appellent complètement comme ça, mais c'est une 4e armée qui est équipée de plusieurs milliers de personnes.
Voilà, ces gens-là, ils connaissent la menace. Ils font même de l'offensif un peu, mais ils connaissent la menace. C'est super. C'est avec eux qu'il faut discuter. Là, là-dessus. en parlant de l'Ukraine, et ils expliquaient à quel point les systèmes de brouillage permettaient de faire sauter énormément d'attaques de drones et de missiles. Enfin, là, c'était pur cyber pour se défendre physiquement. Ouais, même en offensif, du Ouais. coup. C'est ça, hein. Ils t'expliquent que ils vont sur un théâtre, ils le mettent dans le noir pendant 2 heures, et pendant 2 heures, ils font les transports de troupes, ils font tout ce qu'ils veulent. Et c'est la même chose sur le cyber, c'est-à-dire que tu imagines une attaque russe, ils te foutent dans le noir l'électricité, par exemple. Tu coupes l'électricité à Paris pendant une journée, tu peux t'amuser pendant cette journée. En fait, tu vois, c'est devenu un des Tu peux vecteurs repasser à d'attaque. 70 sur le périph'. Bonheur. Pardon. Je remets un peu de joie de vivre dans ce monde Oui, t'as raison. flippant. Parce qu'en fait, tout ce qu'on se raconte, ça n'existe pas beaucoup. On vit très bien. Si on se projette quand même, parce que en tant qu'entrepreneur, tu es obligé de te projeter, de faire tes plans. C'est quoi la timeline de projet là, sur les prochains mois, années pour la boîte? La boîte, 10 premières années, on s'est dit on veut être un leader du conseil cyber en France. Check. 2010-2020. 2020-2025, on a raccourci, on s'est dit en 25, on veut être un acteur majeur du conseil, des services managés et de l'intégration. Check, un peu grisé, tu vois. Okay. C'est pas fini, on n'est pas en décembre 25 déjà. Et puis la vie est compliquée, cher monsieur. Donc c'est pas si simple que ça. Mais ça commence, on a le crayon qui est affûté là. L'étape d'après, en fait, l'étape d'après, on peut rester. Alors, tu as une partie d'extension géographique. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être présent en Afrique avec une entité au Maroc, en fait, qui adresse le marché africain. Et très partiellement le Middle East, mais qui a des vues sur le Middle East. On a aussi une extension géographique par là. On a un bureau à Montréal qui a vocation à s'étendre au Canada. Okay. Canada et États-Unis, je pense que la porte est un peu fermée en ce moment. États-Unis, quand ce sera le 51e État. Voilà. C'est très précurseur. On ne sait pas comment on va s'étendre. Ouais. Et puis, on a un pied en Espagne également, et un pied à Taïwan. Voilà. Donc, on se dit, finalement, dans notre roadmap des 5 ans à venir, 2025-2030, si tu veux, il y a une partie régionale. Il y a une partie sur le conseil, les services managés et l'intégration. On est des nains de jardin aujourd'hui, nous. Enfin, on fait notre boulot hyper sérieusement. On pense être dans les meilleurs, si ce n'est le meilleur. Là, on a cette prétention, et heureusement, c'est pour ça qu'on se lève le matin. Mais en termes de chiffre d'affaires, voilà, nous, on fait 40 millions, là où on a des copains qui font 10, 20 ou même 25 fois plus, quoi. Voilà. Donc, globalement, on a des parts de marché. Si on est très bon, qu'on est fier de nous, rien, sans lancer de nouvelles offres et sans bouger géographiquement, on pourrait faire x10 en termes de taille. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, notre ambition, c'est de continuer à rester au premier rang d'expertise sur le conseil. Les services managés, on veut rester vraiment au top, au premier rang. On a plein de points de fierté. Donc, il faut qu'on développe. Et sur l'intégration également, où il y a des solutions qu'on connaît très bien. Voilà, on pense être très bon, on sait le faire. Voilà, notre enjeu 2030, c'est ça. Alors après, tu prends des Excel d'entrepreneurs, là, tu prends ton business plan, tu vas le tirer comme ça, hop, tu arrives à 700 personnes. Une boîte de 10 ans, c'est pas exactement les mêmes projections que les BP que tu fais quand tu crées ta boîte, et 3 ans après, c'est jamais ce que tu avais prévu, en bien ou en moins bien. Hein, mais, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, les taux de croissance, c'est-à-dire que nous, on a un taux de croissance moyen de 30% depuis le début. Si je tire sur les 5 années qui viennent dans nos BP, on descend à 20% de croissance. On descend. C'est encore de la croissance. C'est encore de la vraie croissance. Ouais. On peut même faire de l'organique si on a de la croissance externe si on a du mal en organique, si jamais ça. Vous regardez ? On regarde. Vous avez déjà fait des acquisitions ? Non. Non, on n'a pas signé. Non, on n'a pas signé. Non, parce qu'on a vu beaucoup de dossiers. On s'y intéresse évidemment. C'est peut-être confidentiel, mais qu'est-ce qui fait que ça s'est pas fait ? C'est pas confidentiel parce que ça s'est pas fait. De toute façon, voilà, c'est de notoriété publique. On a des confrères qui ont réussi à le faire et nous on l'a pas fait. Ça s'est pas fait parce que on a considéré, notamment en 2021, 22, 23, que c'était plus facile de faire de la croissance organique que de la croissance externe. Donc, quand tu sais recruter... Donc, vous n'êtes pas aligné sur le prix du concurrent qui... Eh ben non, parce que le prix du concurrent, tu vois, qui faisait du conseil, tu ramènes
C'est génial. D'ailleurs, tu ramènes au consultant. Et tu ça te faisait dis, très cher du consultant. je vais payer 350 000 euros l'achat d'un consultant qui a une chance sur 2 de se barrer dans l'année ou les 2 ans à venir parce que c'est pas exactement la même culture, blabla. Qu'est-ce que je vais payer 350 000 Après, balles l'achat la tu vois réalité, c'est que tu n'achètes pas que le consultant, tu achètes la base client, peut-être des solutions. Et c'est ça qui nous a freiné, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu n'achètes pas le consultant qui sait faire ce qu'on sait faire aujourd'hui, ça n'a pas de sens. En croissance organique, c'est beaucoup mieux, c'est plus solide, c'est moins cher. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait en partie. En revanche, au moment où on a monté le SOC, de monter un SOC en rachetant un SOC qui avait déjà 50 clients. On rappelle ce qu'est un SOC. Pardon, Security Operations Center. Alors, si je descends, Ouais. t'as une alarme chez toi? Oui. Voilà. Et donc, Je dis ça pour tous ceux qui savent que je suis pas chez moi pendant les tournages. tu habites où? Ah, t'as une alarme. C'est pareil pour l'entreprise, elle va mettre une alarme chez elle avec un télésurveilleur. Ok, donc le SOC chez nous. Et là, chez elle, c'est son serveur. On met des sondes, exactement. On met des sondes sur son système d'information. On a une jolie salle chez nous, d'ailleurs avec une salle à Montréal et une salle à Taïwan, où on regarde en temps réel toutes les attaques, tout ce qui va remonter des sondes qui ont été placées sur le système d'information. Dès qu'il y a des attaques, on va regarder si c'est une vraie attaque. Une salle à Taïwan, une salle à Montréal, une question de fuseau horaire. C'est le seul sujet ou c'est le seul sujet. Okay. Potentiellement, là, si vous y retournez sur des réflexions d'acquisition, vous irez chercher quoi? On ira chercher quelque chose qu'on ne fait pas. Qu'on fait pas au niveau de nos ambitions. Donc concrètement, je suis un peu gêné pour pousser plus loin parce que qu'est-ce que je peux te raconter qu'on ne fait pas au niveau de nos ambitions, tu vois? C'est un peu intime. Mais globalement, on est un peu le psy des entrepreneurs. Tu peux fermer les yeux, t'allonger. Sur le conseil, on est au premier rang. On sait honnêtement, on sait quasiment tout faire et tout faire très bien. Sur les services managés, on pense qu'on a une solution qui tient énormément. Mais on manque de base client. Parce que notre offre, elle est récente. Donc, quelqu'un qui est une techno compatible avec la nôtre et qui a une base client, ça nous permet d'accélérer. Donc là, on regarde de près. Sur la partie intégration, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que si c'est une boîte qui sait intégrer des solutions qu'on ne connaît pas aujourd'hui, là, tu as une création de valeur immédiate. Tout de suite. Voilà. Donc, c'est plutôt, tu vois, c'est tu peux pas... Et en géographique, pareil, tu vois... On nous propose des dossiers en Italie. Tu te dis, mais il y a une culture qui est assez différente de la nôtre. Déjà, un build-up, c'est compliqué, mais un build-up avec un petit gap culturel, et encore, les Italiens, c'est pas très éloigné. On est latin également, mais... Enfin, des fois, deux boîtes françaises, ça font... Exactement. Ça... Mais il paraît que c'est plus compliqué avec une culture différente. Vous avez déjà été approché, vous, pour être racheté? C'est intime. Non, je pense 30 ou 40 fois. Ouais. Et nous aussi, on discute, quoi. Ouais. C'est le jeu aussi de savoir où est-ce qu'on en est. T'as senti des moments clés quand même où d'un coup ça s'accélère, l'intérêt, les propositions, est-ce que c'est à partir d'une certaine taille de boîte, de certains clients que tu as réussi à signer, de concours de drapeaux que tu as gagné, enfin j'en sais rien. Ouais, alors il y a eu une vague au début, au bout de 2-3 ans, on était 10, 15, 20, je sais plus. Et là, on a vu pas mal de boîtes qui se sont dit, tiens, ils sont bons, qu'est-ce qu'ils racontent Et du coup, une boîte de 20 personnes qui a 2 ans, c'est pas cher. Et donc, voilà. Donc là, on a eu une première vague à ce moment. Exactement. Parce que, tu vois, si on n'était pas sûr de nous, sûr sur nos appuis, etc., on aurait pu le faire, mais c'était pas notre projet. Mais il y a eu des LOI, même pas? Non, parce que c'est super simple. Les gars te demandent, est-ce que tu es ouvert? Oui, non. Et nous, on se marrait bien, c'était pas notre projet, donc on a dit non. Voilà. Et en revanche, on a monté des partenariats, on a grandi à côté, quoi. Voilà, donc, il y a eu ça. Il y a eu, après, en 2020, quand on a ouvert quand tu discutes avec des fonds, quand on a fait rentrer un fonds, alors on est dans le 8e arrondissement, mais les fonds, les M&A, je sais pas ce qu'ils font, mais ils prennent des cafés tout le temps, ces gens-là. Ils discutent entre eux. Alors, ils signent des NDA de la main gauche et ils discutent, ils tiennent le café de la main droite ou ils discutent entre eux. Tu racontes un truc à un M&A, mais il faudrait qu'on fasse le test d'ailleurs. Ou tu racontes une connerie et puis une connerie différente et puis de voir par où ça fuite, mais je pense que tu entendrais de tout. Enfin, j'exagère. Mais je pense que là, on a eu une deuxième vague en 2020 quand on a commencé à savoir sur le marché que nous, on cherchait à faire rentrer un fonds. Et puis là, il y a une troisième vague parce que le fonds est rentré
en janvier 21 ou décembre 2020. Donc les gens font leurs petits Tu te dis, calculs, tiens, fin 25, ils vont sortir à un moment. 2026, ça va bouger. Voilà, donc les gens reviennent te voir. Ce qui est sympa. Et inversement, nous aussi, on scanne les boîtes plus petites que les nôtres. On adore discuter avec nos confrères parce voilà, c'est très intéressant. Et on discute aussi avec des petits. On fait aussi notre veille nous-mêmes. Quand le fonds sera amené à sortir, soit c'est un autre fonds qui vient, soit c'est potentiellement vous qui décidez de reprendre un peu plus de pouvoir dans l'entreprise. C'est des réflexions aussi en cours, peut-être avec le management. Non, parce que le fonds est très minoritaire. Okay. Ils sont bienveillants, minoritaires. Ils sont là quand on a besoin d'eux et pas plus. C'est bien comme fonds, ça. Tu vois, on n'a pas besoin. Non, mais du coup, voilà, c'est positif. Honnêtement, c'est positif. Ouais. En revanche, si on avait un fonds, on l'a connu, moi, dans des boîtes précédentes. Les gens qui étaient en bourse, qui sont sortis de bourse, justement, parce qu'il y avait trop de pression, voire qui ont racheté. Tu parles de Devoteam ? Si tu veux. Okay. Je sais que t'es passé par là. Je vois l'heure qui file. J'ai encore 5000 questions, mais il y a quelques rubriques qui sont immanquables sur 40 nuances de Next. Au choix, pour commencer, ta carte blanche ou les pleins pouvoirs en tant que président ? Moi, président, c'est bien ça. Parce que c'est notre projet. Il était en forme ce jour-là. Ouais. Et là, le projet d'Hervé, c'est quoi ? Alors, je ne le crierai pas. Non, globalement, il y a un truc qui m'agace et je pense qu'on peut simplifier. Tu sais, je suis français, moi, je râle en fait. Il y a le côté gaulois là. Il faut que j'apprenne, parce que si je fais de la politique, il faut que je positive tous les messages, etc. Non, il y a un truc, sérieusement, on a un nombre incalculable de lois, de réglementations, de trucs contraignants qui sont interprétables en plus. Et donc, je me dis, moi, président, quand tu votes une nouvelle loi, t'en tues deux. À la fin, il n'y en a plus. Et petit à petit, tu nettoies. Tu n'es pas obligé de faire ça pendant 30 ans, mais tu vois, on a besoin de limiter. Il y a des lois qui se contredisent, qui ne servent à rien. Du coup, c'est interprété par des gars qui te cherchent des coups dans la tête. Et après, ça joue en jurisprudence. Tu payes des avocats. Enfin, c'est un monde parallèle. Voilà. Mais sincèrement, qu'ils arrêtent de nous emmerder avec des lois beaucoup trop compliquées et qu'ils fassent un peu de ménage dans les bibliothèques de lois et de réglementation. Franchement, il y a un truc à faire là-dessus qui est simple, je trouve. Tu votes une loi, t'en tues deux. Voilà, moi, président... Ça oblige au moins à se demander est-ce qu'il faut vraiment en recréer une. Alors, en plus du fait de vouloir et l'étude d'impact, tu sais que c'est con, mais dans une entreprise, quand tu prends une décision, tu fais une vraie étude d'impact. Là, je ne suis pas certain qu'il y ait des études d'impact pour tout ce qu'on nous met sur la gueule depuis quelques années, en fait. Il y a des lois qui sont faites, des discussions, tu le vois à l'Assemblée, d'ailleurs, la nature des débats, etc. C'est même sanguin parfois, enfin, c'est des postures, c'est pas des analystes qui font ça. Donc voilà, moi je trouve que l'étude d'impact, j'en ai plein comme ça après, voilà, sur le budget, mais dans une boîte, t'es entrepreneur, qu'est-ce que je vais faire, un business plan 2026 avec 5% de déficit pour arriver à 6, enfin, c'est affligeant. Il y a un moment où il faut rembourser la dette. Enfin, voilà, donc ça c'est plus dur à faire évidemment, mais je trouve que c'est pas expliqué, c'est pas posé. Tu vois, tu pilotes ta boîte, t'as un tableau de bord avec des indicateurs. Tu vois ce qui est bien, pas bien, tu corriges. Moi, président, je rêve. Un gros tableau de bord. Mais non, alors ça ferait marrer tout le monde parce que c'est impossible, etc. Mais tu peux le faire sur le social, l'économie, etc. Tu vois, tu choisis 10 indicateurs. Tu as tellement d'agences de sages qui font ça dans tous les sens. Tu fous 10 indicateurs sur 3 thèmes. Et puis, tu regardes comment ça évolue. Puis tu regardes les impacts de tout ce que tu fais concrètement. Ça, je trouve que ça manque un peu de concret. Sur la réglementation dans ton domaine, parce que c'est sur des sujets aussi sensibles, on entend aussi qu'il faut une partie de régulation. Il y a des choses par contre qui peuvent être absurdes. Écoute, tu as raison de dire que c'est globalement positif, très sincèrement. Globalement, ça aide
Enfin, moi, je me nourris aussi en partie des réglementations et des lois. Hein, donc, je serais très mal placé pour cracher dessus. Quand tu dis que tu te nourris, c'est-à-dire que derrière une réglementation, ça veut dire une expertise Oui. qu'on peut proposer. Oui, c'est ça. Puis l'accompagnement de nos Bien clients sûr. pour être conformes à ces lois, etc. Donc, ça veut dire de l'audit, de la mise en conformité, de la pré-homologation. Ça veut dire plein de choses derrière, plein de business. Je ne connais pas une loi en cyber qui soit infondée. Globalement, c'est de monter en maturité vis-à-vis d'attaques qui sont réelles et croissantes. Donc, Puis, en fait, l'objet, il est simple. Mais hein. c'est peut-être lié au fait que la cyber, c'est récent. Oui. Là où dans le code, dans le code des lois, enfin dans les codes de loi, il y a des choses qui datent de. Mais oui, juste. Non, mais c'est ça le sujet, je pense. Tiens, alors j'ai une anecdote, c'est que en 2012 à peu près, on avait 2 ans et on reçoit une facture de l'Observatoire du temps de travail. Je crois que ça s'appelait comme ça. Et tu sais, C'était peut-être une arnaque. on avait un jeu avec le comptable et je lui dis fake ou réel. Et il me répond réel. Et alors j'étais très surpris parce qu'on était sûr que c'était un fake. Mais on leur devait 800 €, un truc comme ça. L'Observatoire Du temps de travail. Ça s'appelait comme ça en 2012. Je crois que ça s'appelait comme ça en 2012-2013. L'OTT. J'aurais dû rechercher avant de te le citer. Mais bref, voilà. Même si je me suis planté, globalement, il y a des gens qui te parlent que tu connais pas, tu soupçonnes même pas qu'ils existent et ils ont un droit de t'emmerder sur telle ou telle chose. Ce qui peut être... C'est juste, moi, ce qui m'agace, en tant qu'entrepreneur, c'est quand le cadre est interprétable. Ouais. Que tu viens Le flou. avec 2 auditeurs qui t'emmerdent pas, qui ont le même référentiel et qui peuvent se contredire. Tu vois, il y en a un qui te dit que c'est bon. Ça nous est arrivé pas plus tard qu'il y a 2 jours. Un mec qui est venu et on avait eu que des green flags et qui nous a foutu un red flag sur un truc en convenant que lui, il l'interprétait comme ça. C'est Le truc, on l'a réglé. C'est pas très grave, mais si tu veux, c'est hyper irritant. le pendant de la vérité alternative. Oui, oui. Je te propose de passer, si tu le veux bien, à ta carte blanche. Carte blanche pour 40 nuances de Next. J'essaie de retarder le moment de la claque parce que je veux pas t'énerver, je sens que ça peut être sensible. Alors, il me semble que dans la première discussion qu'on avait eue, on m'avait dit finalement, est-ce que c'est un truc que qui peut être daté du collège, etc. Je suis pas très actif dans les associations, mais je vois mes enfants et moi un petit peu sur l'une d'entre elles. Je vois un boulot, mais qui est phénoménal en fait. L'ordre de Malte, pour pas leur faire de pub, typiquement des gens dont on parle pas, mais ils font un boulot de dingue en fait. Alors, les gens s'en vendent pas, mais C'est quoi l'ordre de Malte? Le nom me parle. l'ordre de Malte, par exemple, tu peux les croiser. Ils ont par exemple un slot, je sais pas comment on dit, de SAMU social. Donc ils ont des camionnettes, et ils vont visiter les SDF dans la rue, leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Enfin, tout non, bien sûr, mais voilà. De l'aide. De l'aide. Par exemple, tu vas collecter des lunettes chez les opticiens. Tu peux faire les opticiens du quartier. Tu vas les choper. Tu as un carton chez toi dans ta cave et une fois par an, tu vas amener à l'ordre de Malte les 4000 paires de lunettes que tu as chopées. Et ça va être trié. Ça va partir en Afrique dans des camions qui vont passer dans les campagnes, etc. Ouais, voilà. Je me dis... c'est un peu loin de l'échange qu'on vient d'avoir, à la fois sur les entrepreneurs et à la fois sur la cyber, les enjeux économiques, etc. Non, mais on n'est pas que notre boîte non plus. Hein. Bah voilà. Voilà. Mais voilà, petit coup de chapeau à ces gens-là qui sont souvent dans l'ombre, qui donnent du temps, de l'énergie, de l'amour, etc. Je trouve ça incroyable. Eh bien, le moment tant attendu arrive, c'est le moment de la claque. Moi, c'est une de mes rubriques préférées parce qu'elle est très... en tout cas, elle est souvent utile à d'autres entrepreneurs de se projeter. Tant qu'à faire, on dit qu'un homme averti en vaut 2. On n'évitera pas toutes les claques, mais le fait d'en avoir en tête, ça peut parfois aider. Je te propose donc de partager la tienne, celle qui a été, j'espère, salvatrice, en tout cas riche en apprentissage. Waouh! J'en ai eu pas mal des claques. Tiens donc, tu serais pas entrepreneur? J'hésite, j'en ai plein, j'en ai des récentes, j'en ai des vieilles. Moi, je veux bien parce Ouais. que
Quand on a pensé cette rubrique, c'est au lancement du format. C'est parce que évidemment, on reçoit des entrepreneurs brillants à la tête de boîtes qui font plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de chiffres, souvent valorisés encore parfois bien plus, quelques licornes. Et on s'est dit, et on le sait, la vie d'un entrepreneur, c'est pas juste rectiligne et ascendant. Il y a des moments où parfois ça se joue à peu entre la réussite et l'échec. Et on tenait aussi à avoir ce moment de partage. Il y a des claques très ponctuelles qui m'ont aidé à progresser. Je me souviens, dans mon premier boulot, je bossais depuis 1 an à 100 mètres d'ici. Je me souviens d'une réunion, je me souviens comme si j'y étais, si tu veux. Je suis arrivé pas préparé. C'était un truc pour le centre, pour le CNES. Un truc pour le CNES. Voilà. Et je devais aller à Kourou faire une mission. Je suis arrivé, heureusement, c'était un interne non préparé. Mon boss m'a dit, écoute Hervé, t'es mignon, tu sors de la pièce tout de suite, tu vas bosser et puis on se reparle. Hein, mais tu viendras me voir quand tu seras prêt. Ouais, ça m'a marqué. Ça s'en rappelle. C'était génial. Ouais. Ça m'a marqué. Oui, j'étais énervé, puis après, j'étais énervé contre moi. Voilà, Ouais. des petites claques comme ça. Bon, ça aide énormément à progresser, sincèrement. Voilà, après, il y a des claques. Ouais, pas plus tard qu'hier soir, on a paumé un dossier qu'on pensait vraiment gagner, qui était un très beau dossier. Techniquement, le truc, on avait fait ce qu'il fallait. On était au premier rang techniquement et on a perdu parce qu'on n'était pas bon financièrement. Et quand tu as passé 10 minutes à éplucher le truc, eh ben, on s'était trompé sur le budget du client, en fait. On avait mal appréhendé, on avait mal réfléchi. C'est de notre faute. On n'a pas bien creusé ce volet-là. Tu vois, c'est des claques, on les prend tous les jours. Hein. La question, c'est de comprendre pourquoi on la prend. La première fois, c'est que tu n'avais pas bossé. Ouais. La deuxième fois, mais après, c'est des paris, hein, surtout si c'est des appels d'offres. À un moment, il faut avoir On peut sa pas tous les gagner stratégie. déjà, bien Voilà. sûr. Oui, oui. Ce qui est hyper intéressant, c'est les... Si ça te rassure, je crois que c'est Federer qui dit ça, et pourtant on parle de Federer, mais qui a perdu plus de points qu'il en a gagné. Ah. C'est dans les Lost Reviews qu'on apprend évidemment le plus de choses. C'est une banalité, mais... Ça, vous le faites. Bah non, justement, c'est là où j'allais en venir, c'est qu'on le fait pas toujours. On le fait pas toujours à bon niveau. C'est là qu'on apprend. Tu vas pas repartir pareil après cet échange. J'espère. J'espère. Il va revenir à moi. Il y a 2 choses qui m'énervent. C'est ça. On va faire les Lost sont où, Reviews les Lost depuis 2 ans. Oui, exactement. On va rembobiner les deux dernières années. Sur les incontournables de 40 nuances de Next, il y a aussi la Sista, le choix Sista de l'entrepreneur. Alors, je pense qu'on va le faire évoluer. On en discute pas mal avec Solène et Olivier, avec qui on anime ce format, parce qu'on a créé ce format autour du Next 40, le palmarès. Donc, je pense qu'on était le seul podcast à pas choisir nos invités, à avoir des invités incroyables quand même. Depuis peu, on a pas mal ouvert, et en fait, c'est aussi pour ça que t'es là. On avait envie de te rencontrer, alors que tu n'es pas au Next 40, et ça n'en fait pas une moins bonne émission. Mais du coup, à l'époque, il y avait très peu de femmes entrepreneurs. On avait envie à notre échelle de pousser plus de modèles d'entrepreneurs féminins qui nous font rêver par leur parcours entrepreneurial, et pas juste parce que ce sont des femmes entrepreneurs. Donc on demande à tous nos invités, je sais pas si on l'arrêtera, ça de le demander, mais c'est vrai que si on commence à faire les sistas qu'on veut, plus les sistas des entrepreneurs, on va faire beaucoup trop de contenu par semaine. Est-ce que tu as une femme entrepreneur que tu admires, avec qui tu peux évidemment nous mettre en relation, et qu'on pourra recevoir à ce micro? Écoute, je suis dans un métier c'est un métier d'ingénieur. C'est affreux. Donc, beaucoup d'hommes. C'est affreux, mais dans les écoles d'ingénieurs, tu as, je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais ça doit être 75% d'hommes. Et ça ne change pas. Ça change pas. Donc on a même... Il y a des filles chez nous qui avaient créé les Cybergirls, qui sont allées... après, il y a eu un mouvement plus large là-dessus. Je pense que je les avais pas vus au FIC. Oui, absolument. Ils ont été évangélisés là-dessus, etc. Mais des entrepreneurs femmes dans la cyber, il n'y en a pas beaucoup. Et tu en as quelques-unes en tête? J'en ai une en tête, mais pour tout te dire, je l'ai vue il y a 6 mois, elle m'a ébloui. Elle s'appelle Yosra, mais j'ai oublié son nom de famille, donc ça n'a pas aidé du tout. Et en revanche... Je pense que je l'ai. Yusra Jaraya Astran. Exactement.
Exactement. Je t'ai coupé, pardon. Je l'ai croisée 2 heures. Et puis, je la cite comme ça, c'est peut-être grossier parce que je ne vais pas parler, évidemment. Ouais, elle t'a quand même bluffé. Ouais, elle m'a bluffé. J'ai trouvé ça hyper sympa. C'est-à-dire que je l'ai vu... Non, je l'ai vu même 1 heure, je pense, dans un troquet au bon marché ou je sais pas où. Et en fait, elle m'a bluffé parce qu'une énergie de dingue, elle sait qu'elle évolue dans un monde assez masculin, assez tech. Voilà, et son business, justement, globalement, alors je le raconte probablement très mal, mais c'est de chiffrer ce qu'on met dans le cloud et du coup de disséminer tes informations à un algorithme qui permet de prendre tes infos et elle va les disséminer multi-cloud. Dans plein de clouds. Avec des clés de répartition. Donc là, nos amis de Microsoft ou d'ailleurs, on en parlait ils peuvent rien en faire. On en parlait tout à l'heure. Du coup, ça a de plus en plus de sens, ce truc-là. Voilà. J'ai trouvé que le positionnement était bon. Ouais, c'est smart. Le volet crypto était solide. Je ne sais plus si c'est elle ou son CTO qui a un doctorat crypto et qui connaît un peu le sujet. Voilà, marché sympa déjà. J'ai trouvé l'histoire assez simplement racontée. Voilà, super. Tu la connais assez pour nous mettre en relation ? Oui, enfin, je peux vous mettre en relation. Ouais. Tu veux lui poser une question qu'on lui extractera en question surprise comme celle de ton associé tout à l'heure ? En fait, j'ai une question, mais j'aime pas ce prisme. En fait. Alors, prends un autre prisme, vraiment business, techno. Ouais, parce que c'est une vraie question de savoir si en tant que femme, tu peux performer dans un univers de mecs. Mais fondamentalement, moi, j'aime pas cette question. Je trouve que c'est pas du tout. Je trouve dans mon univers, c'est pas un sujet. Je m'en fous que. Enfin, tu vois, c'est peut-être idiot, hein. C'est peut-être à contre-courant, mais pour moi, c'est pas tellement un sujet. Donc, ce serait plus. Non, ce qui est intéressant, c'est sa vision de la boîte, comment elle a passé tel ou tel step, et en homme de l'art que tu es, j'imagine que tu as peut-être des questions. Ouais, les questions, c'est très simplement les 2-3 étapes pour arriver à avoir un truc qui, en termes techno, tient la route sur, je pense, est une bonne idée, et l'accès au marché. Sur une petite boîte de 2-3 personnes au départ, intelligentes à Paris, tu vois, accéder à un marché qui est possiblement mondial, allez, on va dire que tu as une dizaine de marches à monter. Si on fait des grosses marches, j'aimerais bien comprendre quelles sont les 3 marches qu'elle a devant elle, en fait. Eh ben, cette question, on va lui poser. Si elle veut bien accepter notre invitation, comme tu l'as fait, Hervé. Un immense merci pour ce temps. Je suis, j'allais dire, pas complètement plus rassuré. Il y a beaucoup de menaces, mais heureusement, on a des entrepreneurs qui s'y collent. Merci à toi également, Guillaume, de nous avoir accompagnés. Très instructif. C'est un plaisir d'échanger. Et merci à vous toutes et tous de nous suivre. Abonnez-vous si vous attendiez la fin, le dernier mot de cet épisode pour être convaincu qu'on avait des entrepreneurs brillants et surtout qui partagent la réalité de leur vie entrepreneuriale et de leur business. Merci, merci, merci. Et merci à l'équipe. Feuille blanche. 40 nuances de Next.